Alors, on considérera aussi, outre la forme urbaine, comment l'ensemble se déploie dans son environnement élargi. Donc, quel est le rôle, quelle a été la fonction des chemins anciens, des découpages agricoles. Ensuite, après l'introduction du canal de la Chine, quel a été l'impact du canal de la Chine sur l'urbanisation et l'industrialisation du quartier. Quels sont les impacts là, de la falaise, par exemple, des voies ferrées, éventuellement de l'ajout de l'autoroute Ville-Marie. Donc, comment ce morceau de ville s'inscrit dans une ville élargie qui s'est déployée dans le temps et dans l'espace. Alors, l'approche préconisée, en fait, conçoit l'environnement bâti comme un système dynamique, ce qui implique que chaque période de développement, incluant l'époque actuelle, présente des configurations spatiales qui ne sont, en fait, que le résultat temporaire et transitoire d'un processus continu. Alors, ce que je dirais simplement, c'est que nos recherches, des recherches qui ont été conduites notamment avec un ancien étudiant, Desmond Bleak, indiquent que la portion est du canal de la Chine, incluant Griffintown, est le produit d'une dialectique entre un ordre spatial résidentiel de type faubourien et un ordre spatial industriel de première, seconde et troisième génération. Ce qui nous fait dire que là où les articulations spatiales entre les espaces domestiques, les espaces de socialisation que constituent les trottoirs, les places et autres perrons d'église, témoignent d'une manière spécifique d'habiter la ville. Les ensembles industriels, par ailleurs, les chemins de fer, le canal témoignent en retour d'un mode d'organisation de l'espace qui est au service de la circulation des biens, des marchandises, bref, mise en place pour satisfaire la machine industrielle. Maintenant, ce qui est le point principal de ma présentation, c'est que ce qui est remarquable dans le cas de Griffintown, c'est que les mêmes espaces sont alternativement assujettis à l'un ou l'autre des ordres spatiaux, résidentiels ou industriels. Alors, évidemment, en amont, il y a le découpage du territoire à des fins d'agriculture. Il y a ensuite les premiers chemins qui se déploient depuis le Vieux-Montréal. Donc, on retrouve la rue Wellington actuelle et la rue Notre-Dame. Donc, ce sont des chemins qui se déploient en rase campagne pour donner accès à l'arrière-pays ou éventuellement à des villages, éventuellement le village de Saint-Henri ou la Chine. Donc, vous connaissez le contexte. Et ce surimposer à ce patron, si vous voulez, éventuellement le canal de la Chine. Ce qui est évidemment, puis là, on a vu on est passé à travers les différentes phases ce matin, donc je n'insisterai pas, mais je vais vous montrer, par ailleurs, on a vu le bâtiment triangulaire, là, tout à l'heure, qui a été évoqué par David Hanna. D'où vient-il, ce bâtiment triangulaire? On se trouve, en fait, ici, là où je pointe, présentement. Alors, pourquoi y avait-il des brasseries ici, éventuellement? Pourquoi y a-t-il des chemins qui se rencontrent? En fait, parce qu'il y avait des rivières. Donc, les rivières ont influencé la configuration ici des rues. Donc, les rues, pourquoi? Parce que plutôt que d'ajouter des ponts, les rues convergent, donc on construit un seul pont, ce qui permet de passer de l'autre côté. Mais la même présence des rivières, éventuellement, va amener la construction de brasseries qui ont occupé, en fait, l'espace jusqu'à tout récemment. Puis, il y a des bâtiments industriels qui en témoignent encore, là, qui sont des bâtiments, évidemment, qui sont venus bien plus tard que le moment où on a tracé le plan en question. Alors, c'est dire qu'il y a l'ouverture du canal qui va déclencher à terme, disons, le développement industriel quand on va se saisir de l'énergie hydraulique là, qui peut être utilisée par le canal. Mais il y a aussi ce développement linéaire le long de la rue Notre-Dame, par exemple, et dans une moindre mesure le long de la rue Wellington, où on voit une première occupation du territoire par le découpage de petites parcelles urbaines le long des rues en question qui viennent du Vieux-Montréal et qui sont des vecteurs d'urbanisation. Et s'ajouteront ensuite, éventuellement, les subdivisions, les divisions dont on parle, les grands plans de subdivision ici. Il vous reste 5 minutes, M. Gauthier. Oui, alors c'est ces deux réalités combinées, en fait, là, qui donnent naissance à l'urbanisation du territoire. Alors, ce que je veux dire, c'est que la rue Notre-Dame, par exemple, dont on parle beaucoup, et dont on parlera sans doute encore là, dans les prochaines minutes, dans les minutes qui suivent,
c'est une rue qui prend sa source là, dans les conditions actuelles. Et il ne faut pas s'étonner que cette rue-là soit devenue une rue majeure, la rue commerciale, en fait, là, du quartier en question. Alors, de poser la question du statut de cette rue-là et de la façon de la mettre en valeur, c'est de repenser la fonction historique de cette rue-là et son importance dans l'occupation sédentaire là, du territoire. Alors, je passe les différentes étapes, donc différentes phases d'industrialisation. Les infrastructures se font de plus en plus pressantes. Il y a l'introduction du train, etc. Donc, on passe première phase d'industrialisation autour du capital hydraulique, là, autour, et ensuite, utilisation du charbon, introduction du chemin de fer et phase d'industrialisation dont on connaît. Cette image sur laquelle je veux insister un petit peu montre comment l'industrialisation à ce moment-là s'est faite et le développement s'est fait en remembrant des parcelles, en créant des lots plus importants qui étaient de nature à recevoir les activités industrielles là, croissantes dans des complexes de plus en plus grands, qui incluent dans ce cas-ci d'anciens bâtiments résidentiels et des bâtiments qui ont été construits à cette fin. Alors, c'est dire que sur une trame parcellaire qui était à l'origine destinée à servir l'habitation, on trouve un déploiement spatial de nouveaux bâtiments destinés à servir des usages complètement étrangers aux usages d'origine. Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas présentement dans une phase, je ne voudrais pas dire contre-cyclique, mais dans une phase inverse où là, on veut réinvestir ces lieux-là pour recevoir de l'habitation? Et on peut apprendre de ce processus-là. On voit évidemment que ce processus-là, c'est un processus qui s'est fait de manière un peu organique, si on veut. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, on a trouvé des formes, trouvé des formes architecturales qui étaient à même de satisfaire ce besoin-là à l'intérieur du cadre imposé, des limites imposées. Alors là, maintenant, on est à faire l'exercice inverse. Donc, ce que je suggère ici, puis c'est l'essentiel de mon propos, c'est qu'il faut faire ce travail-là, il faut prendre à bras-le-corps la forme urbaine, il faut évidemment être respectueux de toute l'épaisseur historique et culturelle qu'on trouve dans ces environnements-là, il faut être respectueux de la trame de rue, mais il faut aussi réfléchir aux conditions qui sont nécessaires pour réinvestir ces lieux-là avec des formes résidentielles de plus grande densité que celles pour lesquelles elles ont été créées à l'origine. Il faut innover à cet égard-là. Et je pense que ça prend un projet de ville, ça prend une approche proactive, et évidemment, ce n'est pas la collection d'interventions individuelles, parce que là, on travaille avec des lots qui ont été remembrés puis qui sont très importants et qui ont accueilli à terme des bâtiments industriels très, très importants. Alors, il faut, par exemple, se reposer la question de fragmenter ces lots-là pour assurer, pour créer des conditions qui sont favorables à une utilisation résidentielle actuelle avec des espaces gazonnés, des espaces attenants, privés, semi-publics, éventuellement aussi des lieux qui permettent la pérégrination, qui permettent de passer à travers le quartier, en fonction du nouveau rôle qu'on veut voir le quartier jouer. Alors, je pense que je peux conclure là-dessus. Merci. Merci beaucoup.